Tout le monde aime les sites archéologiques. Le Colisée romain, la cité antique du Machu Picchu, les pyramides de Gizeh. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressemblaient autrefois, à l'époque où ils ont été construits? Ou même à l'époque où ils étaient recouverts de lierre et oubliés par l'humanité? Attache ta ceinture, car nous partons pour un voyage dans le temps vers les plus grands sites archéologiques du monde. Notre voyage commence en Amérique du Sud, au fin fond des montagnes péruviennes. Voici la cité de Machu Picchu. C'est un immense tribut à l'ingéniosité et à la puissance de la civilisation Inca. À son apogée, cette dernière s'étendait sur 4000 km le long du littoral de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et le Machu Picchu était situé au cœur de celle-ci. Le site historique a été construit à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins vers 1450 avant notre ère. La ville, ceinte de murs, était composée d'environ 150 bâtiments en pierre. Les Incas ont réussi à construire des temples, des maisons et même un système complexe d'aqueducs pour irriguer toute la ville. Et oui, ils ont fait tout cela sans l'aide de roues ou d'instruments en fer. L'habitat ressemblait peu ou prou aux maisons de pierre que nous voyons de nos jours, à la différence que les Incas n'utilisaient pas de ciment pour sceller les blocs ensemble. Pourtant, ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. En plus de cela, les Incas ont dû développer une technologie antisismique rudimentaire mais efficace, puisqu'en cas de tremblement de terre, les pierres tremblaient sans s'effondrer. Si le Machu Picchu avait été construit aujourd'hui, il aurait fallu plus de 70 millions de dollars pour le terminer entièrement. L'objectif du site est encore un mystère pour de nombreux historiens. Selon certaines théories, il aurait pu être construit comme un site cérémoniel, une place forte pour le peuple inca, ou même un lieu de villégiature pour la royauté. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au XVIe siècle, 100 ans après la construction du Machu Picchu, sa population l'a abandonné. Les racines des arbres ont envahi la majorité du site et l'ont caché à l'humanité pendant plus de 4 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Machu Picchu a été révélé aux yeux du monde lorsqu'un fermier péruvien a accompagné Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, pour une visite du site. Depuis, Bingham et de nombreux autres explorateurs ont consacré leur vie et leurs recherches à l'étude de la merveille archéologique qu'est le Machu Picchu. Le prochain arrêt de notre machine à voyager dans le temps est la ville de Pompéi, en Italie. Pompéi a imprégné notre imaginaire collectif pendant de nombreux siècles. L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et la destruction d'une ville entière ne sont, espérons-le, pas quelque chose qui se reproduira de sitôt. Mais tu dois te demander à quoi ressemblait Pompéi lors de son dernier jour. Il n'a fallu que 18 petites heures pour que les rues, les marchés, les maisons et le forum de Pompéi soient ensevelis sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Grâce à des scientifiques ingénieux, nous avons découvert que la lave et les cendres qui ont recouvert Pompéi le tout dernier jour ont en fait contribué à figer la ville dans le temps. Contrairement à la glace, le nuage de cendres n'a pas préservé la ville intacte. Mais à mesure que les objets se sont désintégrés pendant 2000 ans, ils ont laissé des vides sous la terre. Les archéologues ont découvert que s'ils remplissaient ces vides avec du plâtre, la forme de la ville enterrée pouvait être révélée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la ville animée de 12 000 habitants qui existait depuis de nombreuses années avant l'éruption fatidique. Pompéi était une cité vibrante et riche. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de Pompéi abritaient des maisons impressionnantes, certaines avec des balcons, ce qui était un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, même certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont trouvé des fresques et des peintures murales bien conservées et représentant des créatures mythologiques. Elles indiquaient généralement que des membres de la haute société vivaient là. Les ruines montrent que la ville disposait même de thermes et de douches fabriquées avec des matériaux luxueux. Et apparemment, les habitants de Pompéi avaient des dents incroyables. Les archéologues ont même pu distinguer un tel niveau de détail dans les moules de plâtre qu'ils ont récupérés sous terre. Toujours sur le territoire italien, se trouve l'une des plus grandes attractions touristiques du monde, le Colisée romain. Il a été construit comme un amphithéâtre sous le règne de l'empereur Vespasien, vers 70 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en l'an 80 que le fils de Vespasien, l'empereur Titus, a inauguré le Colisée. Le monument était une merveille à contempler, des murs de 50 mètres de haut, plus de 80 entrées et une capacité de 87 000 spectateurs.
toutes les classes sociales étaient les bienvenues au Colisée, ce qui explique en partie pourquoi il a prospéré pendant tant de siècles. Pendant le déclin de l'Empire romain, vers le VIe siècle après Jésus-Christ, le Colisée a commencé à être négligé et abandonné. Le monument a été pillé et certaines des pierres de ses colonnes ont été utilisées pour construire des infrastructures ailleurs. Il ne reste plus qu'un tiers du Colisée d'origine, et vu comme il est grand aujourd'hui, on peut imaginer à quel point il était colossal à l'époque. La Grèce a été le berceau de l'une des plus grandes civilisations du monde. À l'apogée de cette culture, littéralement et historiquement parlant, il y a plus ou moins 2400 ans, les Athéniens ont construit une citadelle connue sous le nom d'Acropole. L'Acropole, qui est composée de bâtiments historiques, est considérée comme l'un des plus grands repères de la civilisation occidentale à ce jour. Les touristes qui visitent Athènes aujourd'hui peuvent admirer les piliers jaunis et brisés du Parthénon qui se dressent sur l'une des plus hautes collines de la ville. Mais à l'époque de sa construction, entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, l'imposant et majestueux Parthénon était d'un blanc immaculé, car tout le monument était construit en marbre étincelant. Les statues à l'intérieur étaient faites d'or. Le Parthénon est un temple de 2000 mètres carrés, soutenu par 69 colonnes de marbre. Les plus grands blocs de marbre sont massifs et pèsent environ 10 tonnes chacun. Et le fait le plus surprenant est que le marbre ne provenait pas d'Athènes, mais d'un site voisin qui se trouvait à 15 km de l'Acropole, connu sous le nom de Mont Pentélique. Les historiens, intrigués par l'origine du matériau primaire utilisé pour la construction de l'Acropole, ont trouvé de petits et de gros blocs de marbre éparpillés sur le sol du Pentélique. Il y avait aussi une route pavée que les Grecs avaient construite pour transporter les pierres. Mais le monument le plus marquant de tous les temps est peut-être celui qui se trouve à la lisière du Moyen-Orient, à l'extérieur de la ville égyptienne du Caire. Les pyramides de Gizeh sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe a été construit comme tombeau pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. Entre 20 et 30 000 ouvriers ont participé à sa construction et il est composé de 3 pyramides. Ce monument massif est fait d'environ 8000 tonnes de granit et de plus de 550 000 tonnes de mortier, ce qui lui donne l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais savais-tu que les pyramides n'avaient pas toujours eu cette apparence? Loin de là, elles étaient d'un blanc brillant avec une pointe triangulaire dorée au sommet. C'est parce que les Égyptiens ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de calcaire pour recouvrir l'ensemble de la structure rocheuse en forme d'escalier. Tout cela pour qu'elle puisse briller d'un blanc éclatant sous le soleil impitoyable du ciel égyptien. La pyramide de Khéops est restée la plus haute structure sur Terre réalisée par des humains pendant plus de 3800 ans. C'était la seule pyramide à 8 faces d'Égypte et on pensait qu'elle était alignée avec la ceinture d'Orion. Elle est considérée comme la construction la plus alignée face au nord. En 1979, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers la ville indienne d'Agra pour une visite rapide du Taj Mahal. Tu le connais peut-être sous ce nom, mais il porte aussi un nom plus attachant, une larme sur la joue du temps. La construction du Taj Mahal a duré plus de 22 ans et a été commandée en 1632 par l'empereur moghol Shah Jahan comme une déclaration d'amour pour sa 3e et favorite épouse, Mumtaz Mahal. Il a été construit en marbre blanc et étonnamment, grâce à une conservation rigoureuse, il reste encore très semblable à ce qu'il était lors de sa construction. Toutes ces merveilles du passé t'ont-elles donné envie de voyager ? Comment se fait-il que le monde parle encore d'une statue qui n'a existé que pendant 54 ans, il y a plus de 2000 ans? En quoi cette impressionnante construction antique était-elle si unique pour que nous en discutions encore aujourd'hui? Je vais bien sûr parler du colosse de Rhodes. On le considère comme l'une des 7 merveilles du monde antique, avec la grande pyramide de Gizeh et les jardins de Babylone. Cette statue millénaire est enveloppée de nombreux mystères. Mais examinons d'abord certains faits, d'accord? Ce que nous savons, c'est que les habitants de Rhodes ont entrepris cet immense projet après la fin du siège macédonien de leur île. En d'autres termes, c'était une façon pour eux d'honorer les puissances divines et de célébrer leur victoire. Utilisant en grande partie des matériaux abandonnés par les Macédoniens, ils ont commencé la construction du colosse, qui aurait duré environ 12 ans. Selon la plupart des descriptions contemporaines de la statue, elle mesurait à peu près 32 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est à peu près la taille de la Statue de la Liberté qui mesure 46 mètres. Cela pourra te sembler peu,
La Statue de la Liberté est actuellement classée 52e statue la plus haute du monde. La championne demeure la Statue de l'Unité en Inde, qui se dresse fièrement à une hauteur stupéfiante de 182 mètres. Mais dans l'Antiquité, c'était un véritable exploit. Mais la hauteur est-elle la seule similitude entre le colosse de Rhodes et la Statue de la Liberté? Eh non. Les Américains surnomment leur statue le colosse moderne. Car les deux monuments ont été pensés comme des symboles de libération. Il y a même une plaque à l'intérieur du piédestal de la statue new-yorkaise où l'on peut lire le premier vers de ce sonnet. Le nouveau colosse, non pas comme le géant d'airain de la renommée grecque. La construction de cette colossale statue antique a nécessité énormément de bronze. Certains documents anciens indiquent même qu'il a fallu en utiliser entre 12 et 13 tonnes. Même pour les temps modernes, c'est beaucoup. Et à l'époque, on parlait d'une opération impliquant toute l'industrie mondiale du bronze. L'homme chargé de donner vie à la statue était Charès de Lindos, un sculpteur grec. Les travaux ont été effectués de 294 à 282 avant Jésus-Christ, mais malheureusement, Charès n'a jamais pu voir le résultat final. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais certains documents affirment que la construction du colosse de Rhodes l'aurait conduite à la faillite. Il n'aurait pas su estimer correctement le coût nécessaire à l'érection de l'imposant monument. Cependant, nous ne savons toujours pas avec certitude comment il leur a été possible de construire une statue aussi grande à l'époque. Ils n'avaient aucun des équipements dont nous disposons aujourd'hui, comme les excavatrices et les ascenseurs. D'après certains documents, il leur a fallu inventer une méthode totalement nouvelle. Tout a été fabriqué sur place, pièce après pièce. Apparemment, ils auraient divisé la statue en plusieurs sections. Et commencé par les pieds. Une fois chaque partie terminée, d'énormes monticules de terre étaient placés tout autour afin que les ouvriers puissent travailler sur la section suivante. Cependant, ces informations ont été recueillies plus de 100 ans après la construction du colosse. Il est donc possible de douter de leur exactitude. Pendant ces 12 années, les Rhodiens ont travaillé sans répit. Ils ont d'abord posé une base de marbre blanc avant d'y placer les pieds de la statue. Ensuite, ils ont fabriqué une sorte de squelette de fer, auquel les plaques de bronze sont venues s'ajouter. Mais pourquoi avoir choisi le bronze? Pour des raisons pratiques. En fait, le bronze était plus résistant que le fer, et donc mieux à même de faire face à des conditions climatiques extrêmes. De plus, si l'on y réfléchit bien, la statue était située assez près de la mer. Donc l'air devait être assez salé. Voilà pourquoi il leur fallait utiliser un matériau très robuste. Quel était son emplacement exact? Ça, c'est une chose qui fait l'objet de débats depuis très longtemps. Les chercheurs pensaient initialement que la statue se tenait debout avec une jambe de chaque côté du port de Mandraki. L'un des nombreux ports de la cité de Rhodes, en gros, elle chevauchait en quelque sorte l'entrée de l'île. Aussi magnifique que cela puisse paraître, il est fort probable que ce ne soit là qu'une légende. Tout d'abord, il aurait fallu pour cela fermer le port pendant toute la durée de la construction. Ce qui ne semble pas correspondre à ce que l'on trouve dans la plupart des documents. De plus, lors de sa chute, la statue serait venue complètement bloquer le port, ce qui, encore une fois, ne semble être mentionné nulle part. Selon les représentations les plus récentes, le colosse se trouvait très probablement sur le côté est du port de Mandraki, ou peut-être même plus loin dans les terres. Alors, qu'est-il arrivé à cette impressionnante structure? N'en reste-t-il vraiment rien aujourd'hui? Et pourquoi n'a-t-elle tenu que 54 ans alors qu'il a fallu si longtemps pour la construire et qu'elle était si importante pour les habitants? C'est simple, un tremblement de terre a causé la chute du colosse de Rhodes, tant admiré des Grecs de l'époque. On raconte qu'en raison du séisme, la statue s'est brisée au niveau des genoux et s'est retrouvée couchée sur le sol. Néanmoins, on a continué à venir l'admirer pendant des siècles. Les habitants de Rhodes ne voulaient pas reconstruire le monument car ils considéraient sa chute comme un signe du destin. Au milieu du 7e siècle, ce qui restait de la statue a fini d'être déblayé. D'après la légende, il aurait fallu près de 900 chameaux pour transporter tout ce bronze effondré. Et à quoi ressemblait donc la statue? Cela aussi est entouré de mystères. Le colosse était un symbole de la fierté et de l'indépendance des habitants de l'île. Mais son image ne figurait pas sur la monnaie locale.
bien qu'une telle chose soit courante à l'époque. Certains historiens de l'art pensent cependant que le colosse avait des similitudes avec d'autres représentations du même personnage mythique, une figure masculine avec des rayons de lumière autour de la tête. La position de ses mains est encore sujette à débat. Certains disent même qu'il est possible qu'il ait tenu une torche. Nous ne savons pas non plus si ses bras étaient positionnés le long de son corps ou si sa main droite était levée, comme c'est le cas dans de nombreuses représentations mythologiques de l'Antiquité grecque. Nous ne pouvons pas non plus admirer l'original, mais certaines personnes ont le projet de reconstruire le colosse. Un groupe d'architectes européens entend construire une version 21e siècle de l'ancienne statue. Cette nouvelle construction doit s'élever à une hauteur de 152 mètres. Elle servira de centre culturel et de phare. Pour s'assurer qu'elle ne finisse pas comme son ancêtre, les concepteurs ont l'intention d'utiliser toutes les technologies disponibles aujourd'hui. Tout d'abord, ils prévoient de recouvrir tout l'extérieur de ce colosse moderne de panneaux solaires, afin que l'énorme monument dispose de suffisamment d'électricité. Ils comptent aussi utiliser les techniques les plus modernes pour que les tremblements de terre et les tempêtes n'affectent pas, comme ce fut le cas autrefois, l'impressionnante structure. Pour ce faire, ils construiront donc la statue selon une configuration en trépied. Aux 2 pieds viendra s'ajouter un pilier de soutien caché dans une écharpe, allant du bras de la statue jusqu'au sol. Ils prévoient également de placer un lourd support en acier autour de la base afin de faire contrepoids à l'ensemble. Ils ont même pensé à un système de suspension qui permettrait à la statue de se balancer d'avant en arrière, la rendant ainsi un peu plus flexible et par suite capable de résister aux diverses conditions météorologiques. Les coûts de ce projet sont cependant assez élevés. Environ 283 millions de dollars. Les partisans du colosse moderne sont optimistes, car ils sont certains de pouvoir réunir cette somme impressionnante grâce au financement participatif et aux investissements privés. Cet été, tu te décides enfin à faire ce tour du monde exceptionnel que tu ne feras peut-être qu'une fois dans ta vie. La première étape de cette aventure passionnante commence en Europe. Tu entreprends un voyage en Italie, le pays des pâtes, des pizzas et des glaces merveilleuses. Ah, la voilà, la tour penchée de Pise, célèbre dans le monde entier. Tu achètes ton billet et tu entres dans le monument. Tu es sur le point de gravir 251 marches glissantes. Alors, fais bien attention et n'oublie pas de respirer. Les pierres de marbre blanc sont stupéfiantes et, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil à l'extérieur pour profiter de la vue sur la ville. Félicitations, tu as réussi. Tu as atteint le sommet du Campanile et tu peux prendre tous les selfies que tu veux. La tour de Pise est l'un des sites les plus emblématiques d'Italie. Pendant que tu grimpes les escaliers, un guide t'explique qu'il s'agit d'un monument médiéval. Elle a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle et il a fallu plus de 200 ans pour la terminer. Et au cas où tu te demanderais si elle a toujours été penchée, je peux te répondre sans hésiter, oui. Après que le 3e étage a été terminé, le campanile a commencé à s'enfoncer. En fait, le nom même de Pise vient d'un mot grec qui signifie « terre marécageuse ». Le sol y est extrêmement meuble, fait d'argile, de boue et de sable, et les architectes se succèdent pour tenter de préserver la tour depuis qu'elle a été construite. Au sommet du monument de 56 mètres de haut, tu prends ton temps pour admirer la ville. Combien de toits rouges est-ce que tu peux compter ? Si tu te déplaces vers le côté sud du monument, tu te sentiras peut-être plus proche du sol. C'est parce que la tour de Pise penche vers le sud. À une certaine époque, elle s'inclinait presque de 5,5 degrés, sans jamais s'effondrer. Aujourd'hui, lorsque tu visites le monument, ton guide te dira peut-être que la tour penche un peu moins. Il y a quelques années, les meilleurs architectes et ingénieurs du monde ont fait des travaux de construction à côté de l'édifice afin de renforcer son assise. Ils ont creusé plusieurs tunnels et retiré plus de 38 mètres cubes de terre sous le côté nord de la tour. Maintenant, la tour ne penche plus qu'à un angle de 4 degrés. Alors, si tu souhaites prendre une de ces photos où tu fais semblant de soutenir la tour, tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait combien de temps la tour restera inclinée ainsi ? À présent, il est temps pour toi de te rendre à Rome. Cette ville est un véritable musée à ciel ouvert et tu dois absolument la découvrir. La chaleur est étouffante, mais tu as de la chance. Aujourd'hui, tu vas visiter les thermes de Caracalla. Es-tu prêt à vivre une expérience authentique de la Rome antique ? Tu entres par ce qui était autrefois une sorte de vestiaire. Tu devras faire appel à ton imagination. Aujourd'hui, tu ne peux voir que des murs de briques de 40 mètres de haut ici. Les Romains de tous les milieux sociaux passaient 1 heure ou 2 dans les thermes chaque jour. Ils venaient après une longue journée de travail ou avant le dîner.
Les complexes de termes impériaux comme celui-ci étaient généralement gratuits. Mais ici, tu devais payer un droit d'entrée. Après le vestiaire, les visiteurs s'arrêtaient dans une salle chauffée où on leur faisait un massage à l'huile. Ensuite, certains se rendaient dans l'une des 2 cours d'exercice. Tu vois comme elles étaient vastes? Ici, il y avait des portiques en marbre très élaborés, et tu peux même encore voir quelques fragments de mosaïques colorées qui ornaient le sol. Si tu avais envie de quelque chose de plus intellectuel, tu pouvais t'arrêter pour écouter un philosophe ou visiter l'une des bibliothèques. Maintenant, nous arrivons dans la salle la plus impressionnante, le caldarium. Il s'agissait d'une pièce circulaire, chauffée à la vapeur et mesurant 35 mètres de diamètre. Il n'y avait pas 1 ou 2, mais 7 bassins chauds à l'intérieur. Au-dessus de ta tête, tu pouvais admirer un magnifique dôme soutenu par de grandes colonnes de granit. Toute la structure était richement décorée de mosaïques de verre multicolores et du plus beau marbre blanc. Le complexe abritait également une piscine de taille olympique avec de l'eau arrivant jusqu'à la taille. De nos jours, tu verras seulement quelques murs de briques et de béton rougeâtre. L'empereur Caracalla, comme beaucoup d'autres empereurs romains, a construit un méga complexe pour le plus grand bonheur des citoyens. Après un long vol international, tu arrives en Égypte. De merveilleuses promenades à dos de chameau et de délicieux fruits secs t'attendent. Est-ce que tu aimes les dattes? Tu quittes ton hôtel à l'aube pour te rendre dans la banlieue du Caire. Tu passes devant le Nil en direction de la rive ouest. N'oublie pas de prendre des photos. Au loin, tu aperçois un grand monument. C'est le grand sphinx de Gizeh. Te rends-tu compte que ce monument a été créé il y a plus de 4500 ans? Une fois que tu t'es approché, tu vois les grandes pyramides juste au nord du sphinx. Tu apprends que, contrairement aux pyramides, le sphinx a été taillé directement dans le socle rocheux du plateau de Gizeh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes statues du monde, mesurant 20 mètres de haut et 73 mètres de long, des pattes à la queue. Le visage du sphinx est un peu défraîchi aujourd'hui, mais selon les archéologues, il n'en a pas toujours été ainsi. Grâce à une reconstitution modélisée du sphinx, tu verras qu'il était en fait très différent. Comme tu peux le voir, son nez ainsi que des parties de son menton ont été coupées à une certaine époque. Les scientifiques pensent que la statue est une représentation du grand pharaon Khéphren. C'est pourquoi son visage ressemble tant à celui d'un humain. Juste en dessous des yeux, une ligne sculptée a été rajoutée pour représenter le trait noir, ou Mesdemet, arboré par les anciens Égyptiens. Fait amusant, ce n'était pas seulement pour des raisons cosmétiques. Ils protégeaient leurs yeux des rayons ultraviolets. Dans une région désertique où le soleil est si présent, cela peut effectivement s'avérer utile. Les spécialistes se demandent encore aujourd'hui si le sphinx possédait ou non une barbe. Beaucoup pensent que s'il était censé représenter un pharaon, il avait très probablement une barbe tressée, qui aurait été détruite par l'érosion. Aujourd'hui encore, tu peux voir les restes d'une coiffe royale sur la tête du sphinx. Cet ornement était associé au pouvoir et à la royauté. Imagine maintenant des rayures bleues et dorées. C'est probablement à cela que ressemblait le monument quand il a été construit. On n'a aucune idée du temps qu'il a fallu pour construire le sphinx. Mais ça a dû être très long, car les détails sculptés sont très impressionnants. Si tu as de la chance, ton guide t'emmènera peut-être dans l'une des chambres secrètes à l'intérieur de la statue, si elles existent vraiment et ne sont pas qu'un mythe. Ah, les eaux cristallines de la Grèce. Que tu arrives en bateau ou en avion, tu vas vraiment en prendre plein la vue. Nous sommes ici au cœur des sites archéologiques. Tu arrives au port de Mandraki. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois aucun monument dans les environs? Le colosse de Rhodes est introuvable. La raison? C'est qu'il a été détruit il y a très longtemps. Avant de s'écrouler lors d'un puissant tremblement de terre, la grande statue était considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Si tu voyais le colosse, tu le confondrais probablement avec la statue de la Liberté. En fait, ce n'est pas une coïncidence. Apparemment, il y a un lien entre l'ancienne statue de Rhodes et la statue américaine. Elles ont toutes deux été construites comme symbole de la liberté. Et la statue de la liberté est souvent surnommée le colosse des temps modernes. Le colosse de Rhodes mesurait 30 mètres de haut. Mais maintenant, tout ce que tu peux voir, c'est une jetée de béton avec un énorme vide au milieu. Maintenant, imagine une statue de bronze posée d'un côté et de l'autre d'un grand pont. Le colosse a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et 900 chameaux ont participé à sa construction.
La statue a existé pendant environ 54 ans avant d'être détruite par un puissant tremblement de terre. Celui-ci a frappé la ville si fort qu'il ne restait de la statue qu'un gigantesque pied. Malgré cela, les gens ont continué à visiter le monument. La Statue de la Liberté mesure 93 mètres de haut et se trouve sur Liberty Island à New York. C'est l'une des attractions touristiques les plus célèbres que la Grosse Pomme ait à offrir. Elle a été offerte à l'Amérique par la France en 1886. La statue a été conçue par un sculpteur français du nom de Frédéric Auguste Bartholdi. On pense que le visage de la statue est inspiré de sa mère Charlotte. Le nom complet de la statue est « La liberté éclairant le monde ». Ce qui est un tantinet pompeux. Nous nous en tiendrons à la version abrégée pour le reste de cette vidéo. Le coût total de la construction de cette statue s'est élevé à plus de 500 000 $. Ramené au cours d'aujourd'hui, cela représente environ 10 millions de $. Il aura fallu 5 ans pour réunir la somme nécessaire à la construction de la statue. Le projet a été achevé en France en 1885. La statue a ensuite été démontée en 350 pièces pour pouvoir être transportée en Amérique. Un navire français, baptisé l'Isère, a transporté la statue de Paris à New York. Cependant, une catastrophe a failli empêcher la statue d'arriver. Le navire a failli couler dans une mauvaise tempête pendant le voyage. Il aura fallu 4 mois pour réassembler les 350 pièces lorsqu'elles sont arrivées à New York. Le monument a été officiellement inauguré en octobre 1886. La statue est faite de 300 plaques de cuivre qui se chevauchent. Ces plaques de cuivre pèsent au total 31 tonnes. 125 autres tonnes de fer ont été utilisées pour bâtir les fondations de la statue. La statue elle-même pèse 225 tonnes. Sa couronne comporte 25 fenêtres. On pense qu'elle représente les minéraux naturels de la Terre. La Statue de la Liberté était la plus haute structure en fer jamais construite lorsqu'elle a été inaugurée en 1886. Mais aujourd'hui, elle ne figure même pas dans le top 5 des plus grandes statues existantes. Jetons un coup d'œil à plusieurs monuments du monde entier qui, dans certains cas, dépassent le célèbre monument de New York. Mais avant de passer aux géants du monde des statues, tu dois savoir quelque chose. Les statues les plus fameuses ne sont pas toutes des spectacles physiquement imposants. Certains des monuments les plus célèbres sont en fait tout petits. C'est le cas du Garçon de fer, situé dans l'une des arrière-cours de Stockholm, en Suède. La sculpture représente un petit garçon qui enroule ses bras autour de ses genoux. Elle a été créée par un artiste suédois nommé Lis Eriksson en 1967 et ne mesure que 15 cm de haut. Le nom complet du minuscule monument se traduit par « Petit garçon qui regarde la lune », mais les gens l'ont raccourci pour plus de commodité. Le garçon de fer reçoit toutes sortes de cadeaux étranges tout au long de l'année. Parfois, on peut le voir porter une casquette ou une écharpe. Les invités laissent aussi des pièces de monnaie, des fruits, voire des sushis sur le banc de pierre où il est assis. Il existe un autre monument mondial célèbre qui est littéralement aussi petit qu'une souris. Ou plutôt 2 souris. Le monument s'appelle « Les souris de Philpo Lane » et se trouve à Londres. Il représente 2 souris qui se battent pour un morceau de fromage. La statue a été construite en 1862. L'histoire raconte qu'un jour, 2 ouvriers du bâtiment se sont disputés. L'un était accusé d'avoir volé le déjeuner de l'autre. On dit que ce petit monument a été laissé en hommage à cet événement. Notre top 5 des plus grands monuments du monde commence avec la statue de la croyance. Elle se trouve à Nathdwara, en Inde, et s'élève à une hauteur impressionnante de 108 mètres. La statue représente Shiva, une divinité importante de l'hindouisme. Environ 2200 tonnes d'acier ont été utilisées pour la construction de cette statue massive. Un jardin de 28 mètres carrés l'entoure. Plus de 750 ouvriers ont participé à la construction du monument. Sa taille lui permet d'être vue depuis le pont aérien de Kankroli, qui se trouve à environ 21 km. Les travaux de construction ont commencé en 2012, et la statue n'a été achevée que récemment. Il n'est pas surprenant qu'elle soit aujourd'hui une attraction touristique majeure à Nathdwara. La statue de Bouddha Ushiku est située à Tsukuba, au Japon. C'est la 4e plus grande statue du monde, avec une hauteur de 120 mètres. Le monument pèse un poids incroyable de 4000 tonnes et a été érigé en 1993 pour commémorer la naissance de Shinran, un célèbre moine japonais. À elle seule, la main droite de la statue mesure 18 mètres de long.
Les touristes peuvent prendre un ascenseur jusqu'à la galerie d'observation, située à près de 85 mètres de haut. De là, les visiteurs ont un point de vue incroyable. Par temps clair, on peut voir jusqu'à la Tokyo Skytree, qui se trouve à environ 67 km du monument. Les jolis jardins qui entourent la statue sont pleins de fleurs en saison. Les visiteurs peuvent en cueillir et les rapporter chez eux. Il y a des cosmos en septembre et octobre, des coquelicots en mai, ainsi que des pivoines et des hortensias en mai et juin. Le troisième monument le plus haut de notre planète est le Laikyun Setkiyar. Il se trouve dans un village appelé Katakan Taung, en Birmanie. La statue mesure 129 mètres de haut. La construction du monument a commencé en 1996 et il a fallu 12 ans pour l'achever. Le monument a été présenté au public en février 2008. La construction a pris tant de temps car elle a été financée par le public. Le monument est une représentation du Bouddha Shakyamuni, que beaucoup croient être le fondateur du bouddhisme. La sculpture est peinte en jaune, qui est considérée comme la couleur de la sagesse dans le bouddhisme. Chaque élément du monument est extrêmement précis et détaillé. De nombreux touristes ne savent pas qu'à l'intérieur du monument, il y a un ascenseur spécial qui donne accès à 27 étages différents. Les visiteurs peuvent entrer dans la statue et admirer différentes peintures sur les murs des étages inférieurs. L'intérieur du monument abrite également un temple. La zone située à l'extérieur de la statue est aussi un endroit populaire pour les touristes. On y trouve le jardin environnant des arbres de la Bodhi, avec plus de 9000 plantes. Non seulement il y a beaucoup de verdure à côté du monument, mais on y trouve aussi des milliers de statues miniatures de Bouddha assis. Pour rester dans le thème des monuments à l'effigie de Bouddha, le dauphin de notre liste des plus grands monuments du monde est le Bouddha du temple de la source. Il se situe dans la province chinoise du Henan. Il mesure plus de 153 mètres de haut. Et il est composé de plus de 100 kg d'or, de 3000 tonnes d'alliage de cuivre et de 1500 tonnes d'acier. Il couvre une surface de plus de 1000 mètres carrés. Le piédestal sous la statue est composé de 6666 Bouddhas miniatures. La construction de la statue a duré 11 ans. Les travaux ont commencé en 1997 et la statue a été dévoilée en 2008. L'ensemble du projet du Temple du Printemps a coûté environ 50 millions de dollars, dont 18 millions ont été consacrés aux matériaux et à la construction du monument. Bon, tu as patienté assez longtemps. Il est maintenant temps de découvrir l'identité de la statue la plus haute du monde. La statue de l'Unité se trouve dans l'état du Gujarat, en Inde. Sa hauteur, un peu moins de 183 mètres, un record. L'attente en valait la peine, non ? La statue est un hommage à l'homme de fer de l'Inde, Sardar Vallabhbhai Patel. Il a été le premier vice-premier ministre de l'Inde de 1947 à 1950. On lui doit la fusion de plus de 560 États princiers en ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Union indienne. Par rapport aux autres statues que nous avons examinées, la construction de l'homme de fer n'a pris que 3 ans et demi. Il a été érigé par une équipe de 300 ingénieurs et 3400 ouvriers. Le monument est composé d'environ 70 000 tonnes de ciment et de près de 25 000 tonnes d'acier. 12 000 panneaux de bronze recouvrent la structure. La base du monument est faite de plus de 129 tonnes de ferraille données par près de 100 millions d'agriculteurs de toute l'Inde. En tout, la statue pèse un total de 1700 tonnes. La statue de l'Unité abrite une plateforme d'observation qui peut accueillir 200 visiteurs à la fois. Elle abrite également un musée avec 2000 photographies, 40 000 documents et présentations vidéo et un centre de recherche. L'ensemble fait presque 2 fois la taille de la Statue de la Liberté. J'ai pris de petites vacances et je suis parti à New York. Ah, la grosse pomme! La ville où vivent plus de 8 millions de personnes. La patrie de Broadway, de l'Empire State Building, de Central Park et de la Statue de la Liberté. Lady Liberty est arrivée de France aux États-Unis en 1885, en plus de 300 pièces détachées de cuivre et avec des instructions, assemblage nécessaire, piles non incluses. C'était en fait un cadeau des Français aux Américains, mais ces derniers ont dû préparer eux-mêmes le piédestal pour l'accueillir. À la place de New York, la statue aurait pu se retrouver à Baltimore, Philadelphie, Boston ou même San Francisco. Toutes ces villes étaient prêtes à payer la construction si elles obtenaient la statue. Mais les New-Yorkais la voulaient aussi.
Ils ont lancé une campagne de collecte de fonds et ont réussi à rassembler la somme nécessaire. Ainsi, la statue a officiellement élu domicile à New York en 1886, où elle réside toujours. Désolé, Philadelphie. Bref, la Statue de la Liberté était la première étape de mon séjour et j'étais très excité. Mais j'étais loin de me douter de ce qui allait suivre. Jour 1. Je suis arrivé à New York et la première chose à faire est de prendre le ferry pour Liberty Island. Je la voyais déjà au loin au milieu du port. Lorsque le ferry s'est approché de la statue, tous les gens ont commencé à faire des photos. Je n'ai pas fait exception. J'ai demandé à quelqu'un de prendre une photo de moi, je me suis détourné de la statue, j'ai regardé vers l'appareil photo et j'ai souri. Mais le type a eu l'air choqué. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a rien pu dire. Il a juste montré du doigt la statue. Ou plutôt, l'endroit où elle se trouvait. La statue avait tout simplement disparu. Il a dit qu'elle était là, mais que la seconde d'après, elle s'était évaporée. D'autres personnes l'ont vue aussi et ont commencé à se demander ce qui s'était passé, mais personne n'en avait la moindre idée. Nous avons quand même atteint le quai et sommes descendus du ferry. J'avais l'impression que ce n'était qu'un tour de magie, mais apparemment, ce n'en était pas un. La Statue de la Liberté avait bel et bien disparu et son piédestal était totalement vide. Bien sûr, certaines personnes sont montées dessus en prétendant être la statue et en se faisant prendre en photo. Très vite, les autorités sont arrivées et n'ont laissé personne quitter l'île. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une enquête et arrêter le voleur, puisqu'il devait toujours se trouver là. Comme s'il était possible de voler la Statue de la Liberté. Ils ont interrogé chaque personne sur l'île. Nous y avons passé toute la journée et à la fin, ils ont dû nous laisser partir. Qui avait la Statue de la Liberté cachée dans ses poches? Jour 2. On nageait en plein délire. Alors j'ai décidé de rester un peu à New York pour voir comment la situation allait évoluer. Bien sûr, le matin, c'est dans tous les journaux, tous les magazines et sur tous les plateaux télé. Toutes les bannières de Times Square montrent les photos de la statue avec des titres comme « M'avez-vous aperçu ? La Statue de la Liberté a disparu » et même des titres dramatiques comme « Le vol du siècle, la Statue de la Liberté a été volée ». Toute la ville fait le deuil de cette perte. Il y a un nombre fou de personnes habillées en bleu-vert, comme la patine de la statue, portant des toges et la couronne souvenir en mousse de Miss Liberty. D'ailleurs, les magasins de souvenirs sont tous en rupture de stock, et il en va de même pour toutes ces mini-statues de la Liberté en plastique. J'essaie d'éviter Instagram ou tout autre réseau social. Tout le monde publie des photos de la statue avec un emoji en pleurs et un cœur brisé. Internet s'est transformé en un grand mémorial. Le soir, l'Empire State Building est éclairé en bleu-vert en l'honneur de la statue disparue. Jour 5. La ville de New York est encore plus bondée maintenant. Il semble que toute l'Amérique soit venue pour vérifier que la statue avait réellement disparu et qu'il ne s'agit pas d'un canular sur Internet, comme si nous avions besoin d'un autre de ces canulars. Maintenant, le quai de Manhattan, d'où partait le ferry pour aller à Liberty Island, est surpeuplé. De nombreux fans habillés en bleu-vert, qui me font honnêtement un peu peur, restent là toute la journée en attendant que la statue revienne d'une manière ou d'une autre. Personne n'a le droit d'aller à Liberty Island. Les meilleurs détectives du monde ont été dépêchés sur place pour enquêter sur cette affaire, essayant de comprendre ce qui a pu se passer. Jour 10. La France a officiellement annoncé qu'elle allait fabriquer une nouvelle statue de la Liberté pour New York. C'est très gentil de sa part, mais les gens continuent de pleurer en disant qu'aucune nouvelle statue ne peut remplacer l'original que l'on aimait tant. Tu te souviens qu'en 1885, d'autres villes comme Boston et Philadelphie voulaient obtenir la statue. Eh bien maintenant, ils accusent New York d'avoir perdu une statue de 46 mètres de haut, pesant 204 000 kg, affirmant que cela ne serait jamais arrivé si la statue avait été placée chez eux. Ce qui, honnêtement, semble absurde. Par ailleurs, savais-tu qu'il y a d'autres statues de la Liberté dans le monde? Il en existe une version plus petite qui a été offerte par les citoyens américains à la France quelques années après que l'original ait été installé à New York. Ce petit monument d'à peine 11 mètres de haut se trouve près du pont de Grenelle à Paris, ou plutôt se trouvait jusqu'à il y a quelques jours. Pour réconforter les Américains, la France a envoyé la petite copie de Paris à New York et ils l'ont mise sur le piédestal à la place de celle qui a disparu.
Mais étant donné que celle-ci est plus de 10 fois plus petite que l'original, elle a l'air un peu ridicule. Enfin, on peut supposer que les New-Yorkais ne peuvent pas s'imaginer New York sans leur statue, même s'il ne s'agit que d'une réplique. Il y a aussi à Paris une copie grandeur nature de la torche de Lady Liberty. Eh bien, celle-ci aussi a été transportée à New York et placée sur Liberty Island comme monument. Pendant ce temps, les propriétaires du New York Hotel and Casino de Las Vegas restent étonnamment silencieux, essayant de rester discrets quant à cette histoire de statue. Jour 20. Le monde a lancé une énorme campagne de collecte de fonds pour réunir la somme nécessaire à la nouvelle statue de la Liberté. C'est allé très vite. Il n'a fallu que 2 heures et 47 minutes pour réunir les 100 millions de dollars nécessaires. Près de 2 milliards de personnes de presque tous les pays du monde ont fait des dons. La construction va commencer dans 2 semaines à Paris, comme au bon vieux temps. Ensuite, elle sera à nouveau transportée aux États-Unis. Boston insiste toujours sur le fait qu'on ne peut plus faire confiance à New York avec cette statue. Mais ils ne parviendront pas à convaincre le monde car cette petite réplique sur le piédestal a toujours l'air rigolote. À partir d'aujourd'hui, les touristes sont de nouveau autorisés à se rendre sur Liberty Island pour la première fois depuis l'incident. Il semble que tout New York veuille visiter l'île désormais. Alors les autorités ont dû y instaurer une file d'attente numérique. Tous les billets pour les 2 prochains mois ont déjà été réservés en moins de 10 minutes. Vu les 8 millions de New-Yorkais et les plus de 250 millions de touristes que la ville de New York accueille chaque année, j'estime que je pourrais revisiter l'île lors de la prochaine décennie. Jour 31. Incroyable nouvelle, je n'arrive pas à y croire. La statue de la Liberté, l'original, est de retour. On dit qu'elle est réapparue au milieu de la nuit. La petite réplique se trouve maintenant à côté du piédestal et l'original est à sa place légitime. J'avais besoin de la voir, alors je me suis précipité au port, comme tout le monde à New York. Oui, elle est vraiment de retour. Personne ne sait encore ce qui s'est passé. Les grands esprits du monde entier n'arrivent toujours pas à résoudre le mystère. David Copperfield a un alibi en béton. Mais si tu veux mon avis, je pense que la statue est partie toute seule. Peut-être qu'elle avait simplement besoin de vacances. Je l'imagine en train de se détendre sur une plage d'Amérique centrale. On ne peut pas lui en vouloir. Rester là pendant plus de 100 ans, sans un seul jour de repos, demeurant de marbre malgré tous ces gens qui la prennent constamment en photo, ce n'est pas tous les jours facile. Je suis content qu'elle ait pris de petites vacances. Peut-être que nous ne la perdrons pas avant 15 autres décennies. Nous étions tous inquiets, mais elle est là, comme si de rien n'était. Détendez-vous les amis, je suis de retour. Salut les amis. Savez-vous ce qui est caché dans la tête du président Lincoln ? Ou dans la gare de Grand Central Terminal à New York. Aujourd'hui, je vais vous révéler des secrets sur les sites les plus connus d'Amérique dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Au sein des imposantes faces de granit du mont Rushmore, il y a une chambre cachée à l'intérieur de la tête du président Lincoln. Elle a été construite à l'origine pour abriter des documents importants de l'histoire des États-Unis. Le plan initial était de créer une sculpture beaucoup plus grande, représentant plusieurs moments cruciaux de l'histoire américaine. Malheureusement, la réalisation de ce projet s'est avérée bien trop compliquée, et on lui a préféré une salle des archives. La construction s'est arrêtée pendant de nombreuses années, et la pièce est restée inachevée. Cependant, le projet a été relancé à la fin des années 90, et la chambre a pu être finalisée. La salle cachée raconte l'histoire des États-Unis aux générations futures. Une capsule temporelle de l'histoire américaine. Malheureusement, les touristes ne peuvent pas accéder à la pièce secrète car elle est trop difficile à atteindre. Quiconque traverse le terminal de Grand Central pour attraper son train à l'heure sait que cela nécessite beaucoup d'efforts. Certains Manhattaniens cachés se dépensent également dans un autre coin de la gare. Peu de navetteurs savent que la gare de Grand Central abrite un club de tennis depuis des décennies. Il s'adresse principalement aux amateurs de sport des environs et aux groupes d'entreprises, de sorte que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Le Vanderbilt Tennis Club est situé au niveau supérieur et comprend un gymnase complet, un court en dur intérieur de taille normale et même un court junior. Bien qu'il puisse sembler étrange de s'y inscrire, le club de tennis et le club de fitness sont très populaires parmi les habitants.
La majeure partie du bâtiment de la Cour suprême est exactement ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Salle d'audience, bureaux et autres espaces de travail généralement ennuyeux. Jusqu'à ce que tu arrives au 5e étage. Le bâtiment dispose d'un terrain de basket caché. Surnommé la plus haute cour du pays, ce terrain est fréquenté par de nombreux employés du building. La pièce était initialement conçue comme un espace de stockage, mais certaines personnes ont commencé à la transformer en un terrain de fortune pour pratiquer leur partie de tennis. La tendance a pris de l'ampleur et finalement, il est devenu le terrain de basket que nous connaissons aujourd'hui. L'un des aspects les plus fascinants des chutes du Niagara est l'utilisation de l'eau qui tombe naturellement pour produire de l'énergie. À plusieurs reprises, les chutes ont été réduites à un mince filet d'eau ou même arrêtées à cause du gel et de la glace. Mais un secret peu connu des chutes est qu'elles peuvent être stoppées. En 1969, le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis l'a fait. Pour produire de l'énergie hydroélectrique, les ingénieurs ont développé des moyens de contrôler le débit et la chute de l'eau afin d'en tirer le meilleur parti. Toute cette eau provoque beaucoup d'érosion, de sorte qu'un petit lifting a été envisagé. Malheureusement, ce plan a quelque peu échoué. Mais cette dame-là n'est pas un échec. Elle est une véritable icône, un symbole d'espoir, l'une des figures les plus reconnaissables au monde, et elle porte des chaussures de taille 879. La Statue de la Liberté est l'une des structures les plus reconnaissables aux États-Unis et dans le monde. En 1886, le monument n'était pas un simple symbole. Pendant 16 ans, la statue a fonctionné comme un phare entièrement opérationnel. Les touristes qui visitent le monument américain peuvent accéder à sa couronne pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais autrefois, il y avait une pièce dans la torche à laquelle on pouvait accéder. Malheureusement, l'échelle menant à cette salle a été endommagée par l'onde de choc d'une explosion proche, rendant la pièce inaccessible de 1916 à aujourd'hui. Et elle n'a plus accueilli aucun visiteur depuis. Lorsque le pont de Brooklyn était en cours de construction, l'ingénieur a fait face à deux problèmes importants. D'une part, la ville n'avait pas assez d'argent pour payer l'ensemble du projet. Et d'autre part, les établissements vinicoles locaux refusaient de déménager loin de la trajectoire de cette construction. L'ingénieur a réussi à trouver une excellente solution à ces deux problèmes. Ils ont aidé à financer le pont en construisant des caves à vin et en les louant aux entreprises locales qui avaient besoin d'un espace de stockage supplémentaire. En fait, cette approche était plutôt géniale pour financer le pont. Aujourd'hui, la ville de New York a repris possession des caves et les a débarrassées de leur fonction originale. À présent, elles demeurent principalement inutilisées et sont remplies d'équipements de maintenance. Disneyland est rapidement devenu l'un des sites les plus célèbres d'Amérique. Les fans inconditionnels peuvent penser qu'ils connaissent tous les secrets du parc, mais il se trouve que certains d'entre eux peuvent même surprendre les habitués du parc. Caché derrière une porte anonyme, dans le New Orleans Square de Disneyland, se trouve un restaurant chic et coûteux appelé le Club 33. Si manger ici figure sur la liste des choses à faire pour tes prochaines vacances, tu ferais mieux d'économiser tout de suite. Le prix d'entrée est un peu élevé, puisqu'il faut débourser environ 25 000 $ pour adhérer, plus une cotisation annuelle de 12 000 $. Si tu te sens mal à l'aise à l'idée de ne jamais faire partie du Club 33, peut-être que cela te remontera le moral. La liste d'attente peut s'étendre jusqu'à 14 ans, et même Walt Disney lui-même n'a jamais pu la voir de son vivant. Le Golden Gate Bridge était autrefois le plus long pont suspendu du monde. Cet exploit d'ingénierie de 2,7 km de long a été achevé en 1937. Si beaucoup de gens savent que le pont est constamment repeint, savais-tu que la couleur de la peinture, qui semble rouge, s'appelle en fait International Orange? Il est intéressant de noter que la couleur n'était qu'un après, mais qu'elle s'est avérée très visible à travers l'épais brouillard. Le plan initial pour la couleur du pont était d'être noir avec des rayures jaunes afin de maximiser sa visibilité pour les navires de passage. C'est une combinaison assez moche, je trouve. La plupart des personnes qui visitent le Lincoln Memorial sont impressionnées par sa taille et par la vue du miroir d'eau qu'il surplombe.
Certains passent même tout leur temps à essayer de trouver la célèbre coquille gravée sur les murs. Dans la phrase « With high hope for the future », le sculpteur a épelé par erreur le mot « future » avec un « e » au lieu d'un « f ». Oui, ils ont bien essayé de la combler, mais la coquille est toujours visible. Visiter le Gateway Arch pour admirer la ville de Saint-Louis, c'est comme remonter dans le temps. La plupart des visiteurs ne savent pas que l'arche donne également un aperçu de sa construction. Bâtie pour résister aux tremblements de terre et aux vents violents, l'arche peut bouger et se plier jusqu'à 50 cm en cas de vent violent. L'arche est le plus haut monument national des États-Unis, avec ses 192 mètres. Peu de gens réalisent qu'elle fait également 192 mètres de large. C'est impressionnant. Le plus curieux dans cette construction spectaculaire n'est pas seulement son histoire, mais le fait qu'elle renferme aussi l'histoire de plus de 600 000 personnes de Saint-Louis. Sous l'hôtel de luxe Waldorf Astoria se trouve une plateforme isolée appelée Track 61 qui fait partie du terminal de Grand Central. Un wagon qui semble avoir été conçu pour le président Franklin Delano Roosevelt a été abandonné dans la station pendant des décennies avant d'en être retiré. Ce wagon privatif avait pu se garer dans la station souterraine où il pouvait aller et venir à l'abri du regard du public. Malheureusement, ce wagon s'est avéré ne servir qu'à transporter des pièces de matériaux de construction, ce qui est loin d'être aussi cool que de transporter un président. La Liberty Bell présente l'une des réparations les plus célèbres de l'histoire. Enfin, il s'agit plutôt d'un manque de réparation. La cloche a été testée, fendue et réparée dès sa réception. Et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Après près de 90 ans d'utilisation, une fissure étroite a été observée dans la Liberty Bell dans les années 1840. Lorsque la ville de Philadelphie a voulu réparer la cloche en 1846, les métallurgistes ont en fait aggravé la fissure. Des tentatives ont été faites pour réparer la déchirure existante dans la cloche, mais elle s'est ensuite fracturée de manière irrémédiable. Après tout cela, elle a dû être mise hors service pour de bon. La cloche que nous voyons aujourd'hui n'est en fait qu'une réplique. Aucune personne vivante aujourd'hui n'a entendu le son réel et original de la cloche.